Bonjour, une nouvelle vidéo, la vidéo numéro 9 sur la balance des blancs. Votre appareil photo numérique est très certainement couleur et donc avec votre appareil photo numérique, vous avez gagné la joie et l'avantage de devenir un expert en colorimétrie, puisque ça va être à vous de jouer avec la balance des blancs pour gérer le rendu colorimétrique de votre appareil photo. Et c'est à vous que cela incombe. Voilà. Donc, tout le monde connaît l'arc-en-ciel. Tout le monde sait que enfin tout le monde sait. Si vous avez déjà vu un arc-en-ciel, ce que je souhaite pour vous, vous voyez que la lumière blanche, la lumière du soleil, peut être dispersée suivant toute une série de couleurs que l'on appelle l'arc-en-ciel, qui va du violet profond jusqu'au rouge profond, et en passant par le jaune, le vert, le bleu, le orange, et ainsi de suite. On peut voir ça aussi si vous avez des verres en cristal taillés, biseautés, si vous faites rentrer de la lumière, un pinceau de lumière qui va dessus, et ben ça va faire jouer comme un prisme et ça va disperser la lumière. Donc la lumière blanche, la lumière qui nous éclaire, est en fait la composante de longueurs d'onde différentes et qui à chaque longueur d'onde correspond une couleur. Pour pouvoir photographier la couleur, notre capteur, qui lui ne voit qu'en noir et blanc, parce que il a une telle sensibilité en longueur d'onde qu'il voit toutes les couleurs en même temps, donc ça veut dire qu'il voit en noir et en blanc. Il voit beaucoup de lumière, c'est du blanc, pas beaucoup de lumière, c'est du noir, puisque c'est toutes les couleurs en même temps. Afin de pouvoir lui permettre de voir les couleurs séparément, on met devant le capteur, le fabricant a mis ce qu'on appelle une matrice de Bayer, du nom de Bayer, l'ingénieur Bayer qui a eu l'idée de ça, qui devait travailler, je crois, chez Polaroid ou chez Kodak. Et donc l'ingénieur Bayer, il a eu l'idée d'une matrice. Une matrice, c'est un rangement ligne-colonne, voilà, d'une succession de filtres juxtaposés, rouge, vert et bleu, en mettant un rouge et un bleu pour deux verts, parce qu'il s'est aperçu qu'il y avait des problèmes de sensibilité dans le vert et qu'il fallait beaucoup de capteurs verts. Et donc, du coup, votre appareil photo est en fait noir et blanc et a devant chaque détecteur un filtre rouge ou vert ou bleu, et l'ordinateur qui lit l'image et qui en forme le fichier va affecter rouge les pixels issus du filtre rouge, vert les pixels issus du filtre vert et bleu les pixels issus du filtre bleu. Et les intensités lumineuses issues des pixels cachés derrière les filtres bleus, et va calculer, par exemple pour le pixel qui est rouge, il va calculer la valeur de vert en fonction des deux pixels verts qui sont à côté. Alors il faut voir que, bon, en fait, le pixel rouge, il est entouré de 4 pixels verts, hein, puis ça continue, un vert là, un vert là, un vert là, voilà, j'aurais dû en dessiner plus, et puis le pixel bleu, il va deviner le vert en fonction de ces pixels là, et puis pour la partie rouge correspondant, pour la partie bleue correspondant au pixel rouge, eh ben, il va prendre les pixels bleus qui l'entourent, voilà. Donc c'est une façon d'arranger les pixels qui fait que grosso modo chaque pixel est entouré de deux autres pixels, de quatre autres pixels qui sont de la couleur d'une autre couleur, et donc en final votre fichier pour chaque pixel a sa composante rouge, verte et bleue. Voilà. Mais en fait vous avez photographié un quart d'image en rouge, un quart d'image en bleu et une moitié d'image en vert.
Voilà. Et c'est recalculé pour vous donner une image complète de couleur. Les artefacts de recalcul, c'est ce qu'on appelle les artefacts de dématrissage. Les problèmes de dématrissage. C'est ce qui fait que, par exemple, votre branche qui est verte sur un ciel bleu se retrouve avec des escaliers, quand on zoome à fond avec la molette, se retrouve avec des escaliers de pixels, un coup vert, un coup bleu, un coup on ne sait pas, parce que l'appareil n'a pas su ce qu'il fallait mettre et il a mis ce qu'il a pu. Donc la balance de blanc, c'est quoi? La balance de blanc, si on simplifie le spectre des couleurs, et ben grosso modo, on peut le découper en 3 couleurs principales, qui sont la couleur bleue, la couleur verte et la couleur rouge, en faisant abstraction du jaune et du magenta et du vert, et du cyan, pardon. Voilà. Là, on a une couleur qui s'appelle le cyan, qui est le bleu turquoise. Et puis là, on a le jaune qui est entre le vert et le rouge, et ainsi de suite, qu'on a enlevé. La balance des blancs va jouer sur l'amplification d'un canal par rapport à un autre de façon à essayer de faire matcher la sensibilité du détecteur à la répartition des longueurs d'onde dans la lumière de votre sujet. Et c'est ça le problème, parce que lui, l'appareil photo, ne voit que la lumière réfléchie par votre sujet et ne voit pas la lumière incidente sur votre sujet. Par exemple, là, aujourd'hui, il fait plutôt gris clair, il y a un bout de ciel bleu, le soleil va bientôt se coucher, et grosso modo, c'est plutôt une température de lumière élevée, un peu dans les bleus et choses comme ça, parce que je vois que du ciel bleu de ma fenêtre où je suis. Voilà, on aurait eu du soleil, on aurait été une chose comme ça, j'aurais eu une lumière plus chaude. Mais par contre, mon tableau est blanc, mon polo est bleu, mon canapé est gris, et on verra ce que ça va donner en résultat. Je reprends mes notes pour ne pas me disperser. Donc la lumière est composée de 3 composantes, rouge, verte et bleu. En modulant ces 3 composantes, on est capable de créer toutes les couleurs voulues par la synthèse additive. La lumière blanche est une composante égale des composantes rouge, verte et bleu. C'est-à-dire quand vous avez autant de rouge, autant de vert, autant de bleu, vous avez de la lumière blanche. Les autres lumières, par exemple comme le tungstène, le fluo, les autres choix de réglage de balance des blancs que vous avez comme tungstène, fluo, ombre, comme ça, ont une autre composition de rouge, vert et bleu. Le tungstène, par exemple, a beaucoup de rouge et a très peu de bleu. Donc du coup, quand vous vous mettez en balance des blancs tungstène, vous boostez les bleus et vous diminuez l'amplification des rouges de façon à compenser la lumière qui est pleine de rouge et où il n'y a pas de bleu. Le principe de la balance des blancs, c'est qu'elle corrige l'opposé de l'erreur de la lumière. Si la lumière est trop rouge, eh ben elle va amplifier les bleus. Puisque du rouge, il y en a à foison. Donc, si on veut avoir un rendu colorimétrique correct de ces photos, eh bien, il faut choisir sa balance des blancs en fonction de la lumière qui éclaire votre sujet et mettre le bon réglage. Ça c'est important parce que en fait le dématrissage se fait relativement tôt dans le processus entre le déclenchement et l'enregistrement du fichier. Et si on met une balance des blancs vraiment incorrecte, on ne réussira pas à récupérer le truc parce que un des 3 canaux rouge, vert ou bleu va saturer et une fois que vous avez mis tous vos pixels au maximum, et ben, vous avez beau les diminuer, il n'y a rien dedans, il n'y a pas de différence avec le pixel d'à côté, donc on ne peut pas récupérer les images. Donc il faut, c'est à vous à savoir quel moment rester en balance des blancs fixe,
à choisir une autre balance des blancs que la balance des blancs habituelle, lumière du jour par exemple, ou à se mettre en balance des blancs automatique. Voilà. Et en fait, ça revient à se dire à quel moment je fais une photo qui doit être colorimétriquement correcte, où la couleur doit être bonne, et à quel moment je fais une photo où je veux garder l'ambiance de prise de vue, plus que je ne veux avoir de bonnes couleurs sur les vêtements par exemple. Voilà. Donc voilà, par exemple, si vous faites une photo d'objet dans le but de le vendre sur eBay ou sur le Bon Coin, une photo pour les assurances, des choses comme ça, ben là, typiquement, il faut que votre photo soit colorée et exactement la bonne couleur. Parce que si vous vendez une faïence verte et puis que sur la photo elle paraît turquoise et que celui qui va la recevoir il se dit bah moi je vais acheter la turquoise parce que c'était vachement rare puis elle est verte comme toutes les autres, vous pouvez avoir des problèmes. Voilà. Donc si photo d'ambiance, il y a problème. Voilà. Et c'est comme en exposition. Voilà. Est-ce qu'on conserve le rendu ou est-ce qu'on optimise la dynamique du capteur, des choses comme ça? Est-ce que comment on va régler le problème de la photo d'ambiance? Si on fait du JPEG, si vous faites du JPEG, ce qui est une erreur totale, mais si vous faites du JPEG, et ben là il faut régler la balance des blancs très très précisément parce que amener toute modification à un JPEG altère la qualité de l'image. Si vous faites du RAW, la balance des blancs est retouchable en post-production, mais il ne faut pas trop se planter quand même à la prise de vue, parce que si vous avez un canal qui est saturé, c'est foutu. Donc la température de couleur, la balance des blancs sert à régler, se règle via le truchement de la température de couleur de la lumière. Donc la température de couleur de la lumière s'exprime en Kelvin. Kelvin du nom de Lord Kelvin, et donc ce ne sont pas des degrés Kelvin, comme on a les degrés Celsius ou les degrés Fahrenheit, ce sont des Kelvin. Voilà, jamais dire degrés Kelvin, ça ne se dit pas. On dit des volts, on ne dit pas des degrés volts. Voilà. On dit des degrés au mur, mais on dit des Kelvin. Les Kelvin, donc la température de couleur s'exprime essentiellement sur les Kelvin. Donc les Kelvin jouent essentiellement sur le canal rouge et le canal bleu. Ça vient de la température de couleur qui s'exprime en Kelvin et qui correspond à la température à laquelle il faut chauffer un corps noir de façon à ce qu'elle émette la courbe de lumière et la longueur d'onde que l'on veut. Ça, c'est de la physique. Et donc, quand vous savez peut-être, quand on chauffe quelque chose, notamment du métal, il se met à émettre de la lumière. Le plus bel exemple, c'est les filaments de tungstène qui sont dans les ampoules, qui émettent de la lumière quand on appuie sur le bouton. On fait passer du courant, ça le fait chauffer, et ça le fait chauffer tellement, de manière tellement importante que ça émet de la lumière. Et cette lumière correspond peu ou prou à la température à laquelle il faut chauffer un corps noir. Alors le filament de tungstène n'est pas un corps noir parce qu'on ne s'amuse pas à le peindre en noir. Hein. Le filament de tungstène, c'est un métal qui est blanc brillant quand il est neuf. Et donc quand on le met à chauffer, il émet de la lumière. Et grosso modo, il émet une lumière à 2800 Kelvin parce qu'il est chaud à peu près à 2800 Kelvin, grosso modo. Il n'a pas l'émissivité du corps noir, mais pas loin quand même. Et voilà. Donc on continue. L'espace colorimétrique est un espace à 3 dimensions puisqu'il est codé via 3 filtres de couleurs, rouge, vert et bleu. Donc on a une quantité de rouge, une quantité de vert et une quantité de bleu. Et donc quand on vous représente ça que dans des dessins que vous pouvez voir, on va vous le représenter à plat.
et donc mettre un espace 3D à plat. On a des axes bleu, vert, rouge, et puis on obtient une espèce de truc un peu déformé comme ça, que l'on voit des fois souvent dans des documentations. Alors je l'ai peut-être fait pas assez tourner d'ailleurs sur mon bazar. Bon, c'est un épiphénomène, hein. C'est simplement un système à 3 dimensions que l'on... Voilà, donc vous avez du blanc au milieu, et puis vous avez des canaux comme ça, rouge, vert, bleu, qui sont étalés, comme ça. Et c'est une façon de le représenter en deux dimensions, un espace à 3 dimensions. Mais l'espace colorimétrique est un espace à 3 dimensions. Et quand on essaye de le parcourir, cette fois-ci en 2 dimensions en espace cartésien, et ben on va le faire suivant un canal, suivant une direction, et puis suivant une autre direction. Et donc, ça, on va retrouver ça dans les logiciels de traitement d'image, à savoir que vous allez avoir un curseur qui s'appelle température de couleur, qui va être gradué en Kelvin, on ne sait pas pourquoi, parce que, enfin si on sait pourquoi, parce qu'une température de couleur c'est des Kelvin, mais comme il ne joue que sur le canal rouge à bleu, c'est pas exactement des degrés Kelvin. Et vous allez avoir un autre curseur qui s'appelle teinte, qui lui va se balader suivant un axe perpendiculaire, donc il va être de vert à ambre vert à magenta vert, quoi, grosso modo, quoi. Voilà, soit on a ambre vert, soit on a magenta vert, ça dépend des logiciels. La balance des blancs, comme une fois de plus, la balance des blancs, on peut la régler en mode manuel. Donc en mode manuel, vous allez tourner la molette pour choisir vos degrés Kelvin, carrément. Voilà. Alors il y a un appareil, j'en ai pas amené là, on le verra dans les appareils de mesure, qui s'appelle le thermocolorimètre, qui est un appareil qu'on met devant la lumière, on appuie sur le bouton et puis ça vous donne la température de couleur qu'il y a à afficher sur l'appareil. Et on est content, on affiche sa couleur en Kelvin et l'appareil photo fonctionne bien. Il y a la balance des blancs preset. Alors la balance des blancs preset, alors ça c'est pas mal. La balance des blancs manuels, c'est très bien. Moi par exemple, je suis en majeure partie réglé à 5600 Kelvin et ça me va très bien. C'est très facile à récupérer après en post-production quand il y a des soucis et ça marche très très bien. La balance des blancs preset, alors ça va être très très intéressant pour ceux qui vont photographier dans les musées. Alors, parce que là on est en lumière artificielle, donc on est quand même assez éloigné de la lumière du jour, d'autant plus que les lumières utilisées dans les musées sont volontiers en basse intensité pour ne pas altérer les œuvres, et donc sont vraiment très éloignées, c'est-à-dire qu'on est à 2200 Kelvin, 2400 Kelvin, grand max, hein, voilà. Et donc la balance des... La balance des blancs preset est une calibration sur sujet neutre par une prise de vue que l'on fait avant. Vaut mieux la faire avant. On peut la faire après, mais ça c'est pour un traitement en post-production. Voilà. Donc c'est une prise de vue qu'on va faire avant sur une zone qui reçoit la même qualité de lumière que le sujet, sinon ça n'a pas de sens, et sur un sujet qui est neutre. Donc typiquement, la petite pancarte en Bristol blanc ou en Bristol gris sur lequel est écrit le nom de l'œuvre, ou le bout du mur blanc ou gris qui reçoit vaguement la même lumière que l'œuvre. Et donc vous faites... alors là, il faut aller... Je vous renvoie au mode d'emploi parce que tous les appareils n'ont pas le même mode de fonctionnement. Donc il y en a, on prend la photo, après on dit qu'on est en preset et qu'on va aller chercher dans le fichier la zone de mesure, et puis d'autres, non, on se met en mode preset, et puis il vous dit cadrer une zone neutre, déclencher, clac clac, ça prend une photo. Alors il y a des appareils qui enregistrent la photo en même temps, mais et d'autres non, et puis il prend la mesure de lumière à ce moment-là, et vous avez votre balance des blancs qui est réglée pour cet éclairage-là.
et uniquement cet éclairage-là. Alors si tout le musée a le même éclairage, c'est valable pour tout le musée. Mais si l'œuvre suivante est éclairée différemment avec d'autres ampoules, à une autre distance ou une autre puissance de lumière, eh bien, il faut le refaire à chaque fois. Mais c'est le seul moyen que vous aurez de sortir des couleurs correctes dans un musée. Alors, je pense que j'ai tourné 2 pages d'un coup. Et ben en fait non. Donc, la balance des blancs, vous avez manuel, vous avez preset, et puis vous avez les balances de blancs préenregistrées qui sont du genre tungstène, ombre, lumière du jour, nuageux, choses comme ça. C'est intéressant à les utiliser, notamment celles pour les néons. Parce que le néon n'émet pas une lumière continue, mais une lumière avec un spectre, avec des bosses et des choses comme ça, qui est très discontinu. Et ça peut être intéressant pour tout ce qui est photo avec des néons, de trouver la balance le réglage néon qui va bien. Parce que des fois, à tel point, c'est que certains appareils vous offrent 1, 2, 3 ou 4 réglages de néons différents, parce que tous les néons, quand je parle des néons, c'est pas des néons, ce sont les tubes fluorescents, bien sûr. Les ampoules à économie d'énergie, des choses comme ça, les tubes fluorescents, donc ce sont des lampes à mercure qui déchargent des ultraviolets sur une poudre phosphorescente qui réémet de la lumière. Et notamment, il peut y avoir des pics dans le vert ou des pics dans le magenta très très difficiles à corriger en post-production. Donc, dans vos séries tests, photos de tests et gammes et choses comme ça, c'est quelque chose à essayer parce que d'une marque à une autre, c'est différent et ça fonctionne pour certains néons et pas pour certains tubes fluorescents et pas d'autres, et choses comme ça. Comme d'habitude, et comme toujours en photographie, il y a des règles, on est d'accord, et il y a des réglages et qui sont faits dans un but bien précis, et on peut les détourner. On peut les utiliser à d'autres choses. Et notamment, le réglage de balance des blancs ombre est fait pour compenser un excès de bleu. Quand vous êtes à l'ombre, quand vous êtes dehors et à l'ombre, vous êtes éclairé par le bleu du ciel. Donc vous avez beaucoup de bleu qui arrive et le réglage de balance des blancs va diminuer l'amplification du bleu pour augmenter l'amplification du rouge et obtenir à ce moment-là un diagramme plat. Mais par exemple, si vous faites une photo de coucher de soleil ou une photo de lever de soleil, eh bien, si vous mettez dans le réglage ombre, vous allez diminuer les bleus, vous allez booster les rouges et les oranges, et dans ce cas-là, vous allez avoir tout de suite un coucher de soleil ou un lever de soleil bien plus flatteur que si vous l'aviez pris avec un profil plat comme la lumière du jour, par exemple. Voilà, donc il y a des fois, il y a des possibilités créatrices ou correctrices que l'on va utiliser différemment. Le problème de couleur que vous avez acheté en même temps que votre appareil photo peut se régler à différents moments. Et ça va passer par la calibration. Et donc cette calibration, on peut la faire à la prise de vue, on peut le faire au traitement et on peut le faire à l'impression. On pourrait dire aussi que cette calibration, on doit la faire à la prise de vue, on doit la faire au traitement et on doit la faire à l'impression. Donc à la prise de vue, vous pouvez le faire en photographiant une mire de couleur, comme la mire Macbeth 24 patch par exemple, que vous allez trouver dans le Color Checker de chez X-Rite. Alors on décode. La mire Macbeth. Macbeth, c'est une pièce de théâtre de Shakespeare, mais c'est aussi une marque
qui s'appelait Macbeth et qui était spécialisé dans la calibration couleur et qui vendait des mires. Et donc, ils ont tellement tenu le marché que c'est devenu un nom commun. On dit une mire Macbeth, en photographie, en cinéma, en vidéo, si les gens ont la connaissance. Une mire Macbeth, le mec il sait tout de suite ce que c'est. Une mire Macbeth, 24 patchs, parce qu'il existe à plusieurs patchs. Et la plus courante, c'est la 24 patchs. Donc la 24 patchs, il y a 6 x 4, 24 patchs. Il y a 6 patchs du noir au blanc. Il y a 6 patchs rouges, 6 patchs verts, 6 patchs bleus, grosso modo, avec des intensités différentes, ou avec des combinaisons de couleurs différentes. Donc j'ai dit mire Macbeth que vous avez acheté chez X-Rite, parce qu'il se trouve que X-Rite a racheté Macbeth, tout simplement. Et ils vendent un produit qui s'appelle le Color Checker, qui est pas mal, qui est un petit livret en plastique dans lequel il y a des mires, notamment une mire Macbeth, et qui est facile à transporter et avec un logiciel de traitement. Donc ça, vous faites ça à la prise de vue. J'en ai un, je ne l'ai pas amené parce que je ne pensais pas venir aussi loin. Et ça va être la dernière vidéo de la journée parce qu'on est déjà mis la ZAL. Donc, cette mire-là, on la photographie et puis certains logiciels, quand on va traiter l'image, va reconnaître que c'est une mire Macbeth et va vous permettre de faire ce qu'on appelle un profil d'acquisition à la prise de vue pour calculer la balance des blancs de la prise de vue. Voilà. Alors moi j'ai un appareil particulier qui est un moyen format numérique qui est particulièrement délicat à calibrer, mais cette fonction-là fonctionne avec, et donc j'ai acheté le Color Checker pour cet appareil-là, et ça marche très très bien. Et je récupère mon profil de couleur et je l'applique à toutes les images, et d'un claquement de doigts, j'ai des couleurs parfaites partout. Donc ça, c'est la prise de vue. On peut le faire aussi avec un gris neutre, mais le gris neutre, quand vous allez cliquer avec la pipette pour dire ça c'est du blanc, il va gérer que sur un seul point. Donc il va déplacer l'espace colorimétrique sur un seul point. Avec la mire Macbeth 24 points, il va recaler 24 points de l'espace colorimétrique pour faire matcher les couleurs. Il y a des 256 points, des 96 points, des choses comme ça, mais qui demandent des logiciels spécifiques pour faire ce qu'on appelle des profils, profils d'acquisition, choses comme ça. Et là, moi personnellement, je ne maîtrise pas parce que j'en ai pas et que je n'ai jamais utilisé. Donc je ne peux pas vous conseiller ou quoi que ce soit. Donc, avec un gris neutre, on va pouvoir centrer un point. Avec une mire de couleur, on va pouvoir en centrer 24. Ou plus, avec le logiciel qui va bien, mais je ne le connais pas. Donc, l'avantage de ce système-là, c'est qu'on va calibrer le capteur, l'objectif, le filtre qui est devant, par rapport à la lumière qui tombe sur un sujet étalon. Voilà. Donc, quand vous voulez faire des photos de qualité d'objets ou d'œuvres d'art ou de choses comme ça, c'est quasiment incontournable. Voilà. Et si vous êtes photographe professionnel et que vous ne l'utilisez pas pour ce genre de travail, c'est que vous êtes un cochon. Voilà. Donc, au traitement, alors, le traitement, on va calibrer l'écran, parce que c'est l'instrument de visualisation. Il faut bien comprendre dans le processus de la couleur que à la prise de vue, donc vous avez un sujet qui est éclairé par une lumière, et votre sujet il a des plages colorées.
et vous voulez rendre ces plages colorées correctement. Donc il y a une filtration par le filtre, par l'objectif, par la matrice de Bayer, avant d'arriver au niveau d'un capteur qui est noir et blanc, qui va enregistrer des niveaux, qui va attribuer des couleurs rouge, vert et bleu, en fonction d'une calibration qu'il a en interne, qui a dû être fait en usine, j'imagine. Et il va vous délivrer un fichier en disant, ben voilà, j'ai tel niveau de rouge, vert et bleu, et choses comme ça. Après, votre ordinateur va lire ce fichier, va l'envoyer à la carte graphique avec des niveaux d'intensité à afficher, et votre carte graphique va envoyer un ordre au moniteur d'afficher plus ou moins lumineux le point derrière le filtre rouge, vert et bleu de l'écran. Parce que votre écran a lui-même un filtre rouge, vert et bleu. D'accord? Et donc, et vous allez percevoir en finale ça. Et donc, cet aspect-là du traitement fait que vous allez calibrer la carte graphique pour lui dire que le niveau 125 que tu lis dans le fichier et que tu m'affiches à telle valeur, en fait, tu l'affiches trop lumineux, il faut le baisser un peu. Ça, c'est la calibration de l'écran. La calibration de l'écran est agréable, mais ce n'est pas indispensable. Parce que vous avez des outils, des pipettes et des choses comme ça qui vont vous dire, quand vous allez mettre la souris sur telle couleur, il y a tant de composantes rouges, vertes et bleues dedans. Donc vous avez un moyen autre que vos yeux que de savoir quelle est la couleur que vous regardez sous la pipette. Donc la calibration de l'écran n'est pas indispensable. Par contre, quand vous allez envoyer votre fichier, non plus vers la carte graphique et l'écran, mais vers l'imprimante, l'imprimante va lire la valeur du fichier et va se dire, je vais mettre tant de couleurs, tant de pigments, pour que, à travers l'imprimante, elle travaille en synthèse soustractive, avec des filtres, avec des couleurs d'encre jaune, magenta, cyan et noir. Et donc, ça va déposer une couleur transparente sur votre papier et la lumière qui vous entoure va traverser l'encre transparente qui va être colorée, va être réfléchie par le papier qui est blanc et va vous revenir dans l'œil après un deuxième passage dans le filtre. Et vous pensez que ça va fonctionner d'un claquement de doigts tout ça? Eh bien l'imprimante, il faut calibrer son imprimante. Autant l'écran, on n'en a rien à foutre. Autant calibrer son imprimante et calibrer son appareil de prise de vue sont indispensables. Et c'est à vous de le faire. Voilà. Donc, cela se passe par l'achat d'étalons colorés, comme je vous ai présenté la charte de gris neutre, ou comme je vous présenterai dans un addendum, parce que je ne les ai pas là, elles sont au boulot, des chartes de gris, des chartes de couleurs, pour vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà, mais vous faites Color Shaker, vous faites mire de couleurs Macbeth dans Google et vous allez tout de suite voir des dizaines et des dizaines d'images de ce produit-là et choses comme ça. Et puis, si vous faites l'impression vous-même, il faut calibrer son imprimante. Si vous ne faites pas l'impression vous-même, alors forcément, il faut calibrer aussi son écran. Parce que comme vous ne calibrez pas l'imprimante, parce que vous sous-traitez le produit, vous allez chez des labos, il faut que vous puissiez avoir une bonne idée de ce que vous envoyez pour pouvoir vérifier que ce qu'on vous rend est valable. Voilà à peu près tout ce que l'on pouvait dire sur la balance des blancs et la gestion des couleurs en photographie numérique.
La calibration se fait via des sondes de calibration. Donc il y a deux types de sondes de calibration qui existent. Il y a des sondes de calibration à filtre, où là, dans ce cas-là, on a une roue à filtre avec des filtres interférentiels qui passent devant. Et il y a des sondes de calibration à spectro, où là, il y a un système avec un réseau et une barrette de capteurs, une barrette de CCD qui lie plusieurs longueurs d'onde. La sonde de calibration à filtre va avoir des filtres, interférentiels dichroïques très très précis. Et donc il va connaître exactement une longueur d'onde de manière très précise, et c'est le cas des Spider notamment, ou des petites sondes X-Rite, des sondes, excusez-moi, des sondes pas chères X-Rite. Et puis les sondes de calibration à spectro, elles vont être un peu plus chères parce que le composant optique est un peu plus compliqué à faire, mais vont avoir une capacité de réglage beaucoup plus fine et sur beaucoup plus de patchs. Et donc souvent, je ne sais pas, parce que moi j'ai acheté ma sonde il y a très, très longtemps. Moi j'ai acheté la X-Rite Photomunki parce que c'est une sonde de calibration d'écran qui est capable de calibrer les imprimantes et qui fonctionne à spectro, et elle me permet de faire mes profils de papier parce que la calibration de l'imprimante dépend du papier que vous mettez dedans. Et j'ai estimé que c'était important, entre acheter une bonne sonde d'écran et acheter cette sonde-là, la différence de prix était pas très chère, et c'était moins que d'acheter une bonne sonde d'écran et une sonde d'imprimante. Et j'ai estimé que c'était important de calibrer l'imprimante plus que calibrer l'écran, et donc j'ai préféré acheter cette sonde-là qui est spectro et qui est la moins chère de toutes les sondes spectro, mais qui est quand même plus chère qu'une sonde Spider d'écran ou qu'une sonde X-Rite d'écran bas prix. C'est quand même c'est un achat que je regrette absolument pas et que je vous conseille si vous avez la possibilité de le faire. Voilà. Un autre instrument dont j'ai parlé, qui permet de régler les problèmes de température de couleur et de balance des blancs, c'est un appareil qu'on appelle le thermocolorimètre, que l'on verra dans les instruments à main, tout en fin de cours, hein, parce que c'est un épiphénomène ça. Il existe de deux types, il existe des bicolores et des tricolores, c'est-à-dire il existe des thermocolorimètres qui mesurent suivant une balance rouge à bleu, et des thermocolorimètres qui mesurent rouge, vert et bleu. Il va de soi que c'est les rouges, verts et bleus qu'il faut utiliser, et il va de soi que ce sont les plus chers, bien sûr. Alors le thermocolorimètre était en vogue du temps de la diapositive, qui était un procédé argentique où il fallait filtrer à la prise de vue parce qu'il n'y avait aucun moyen de corriger la couleur après. Et donc c'était indispensable, et grosso modo le thermocolorimètre venait dans une valise à part avec les 250 filtres de correction de couleur qu'il allait avec. Et acheter un thermocolorimètre pour faire de l'argentique sans acheter la trousse complète de filtres de correction de couleur n'a aucun sens. Voilà. En numérique c'est un peu différent parce que on peut corriger la filtration à la prise de vue par la balance des blancs en réglage manuel, en mettant le nombre de Kelvin que va vous donner le thermocolorimètre, et puis en notant sur un calepin la balance ambre-vert ou vert-magenta que vous donne le thermocolorimètre pour corriger votre dominante.
C'est quelque chose, c'est une solution de dernier recours que je ne vous conseille pas, sauf en dernier recours, si vous avez un appareil auquel vous tenez et qui a des balances de couleurs totalement loufoques, notamment sur le canal magenta-cyan, qui est très délicat à corriger. Moi, c'est un truc que j'utilise volontiers avec le Leica M8, parce que le Leica M8 a une colorimétrie qui peut être capricieuse. Voilà, mais c'est quelque chose qui ne me sert qu'à ça. Voilà. Ceci finit cette vidéo sur la balance des blancs. Ce qu'il faut en retenir, c'est que c'est à vous à décider quand avoir une colorimétrie parfaite ou quand laisser l'ambiance du sujet photographié transparaître. Voilà, je suis en train de te dire, ben voilà, si vous photographiez une bouteille de vin dans une cave éclairée par un soupirail et choses comme ça, ben vous pouvez avoir une lumière correcte pour avoir une étiquette blanche, un goulot de cire rouge et ainsi de suite. Si devant vous mettez une petite bougie pour éclairer, genre on visite la cave la nuit à la bougie et choses comme ça, ben non, là il faut corriger, il faut laisser la couleur de la bougie s'exprimer. Voilà, donc c'est aussi simple que ça. Et si vous faites des photos d'objets destinés à les vendre, il faut corriger. Si vous faites des photos de gens ou d'objets dans une ambiance, parce que c'est la fête, parce que c'est le barbecue, parce que c'est le coucher de soleil, ben, il ne faut pas corriger ou corriger légèrement, ou choses comme ça. Voilà. Donc c'est vraiment, d'un point de vue artistique, c'est quelque chose à bien peser, voir à quel moment il faut reprendre la main, à quel moment il faut choisir, à quel moment il faut imposer sa vue sur le fichier final. Et c'est pas quelque chose que l'on peut remettre au lendemain, parce que une trop grosse erreur de balance des blancs n'est pas récupérable. Voilà. Comme toujours, essayez, comprendre, optimiser, soyez éco et faites des photos. Au revoir.